J'étais assis dans le bureau de l'avocat au centre-ville de Phoenix, la lumière du soleil de novembre coupant en diagonale à travers les stores et dispersant des taches mouchetées sur la moquette grise usée. L'air portait la faible odeur de vieux papier mêlé à la laine rassie du café froid dans un gobelet en papier abandonné sur la table. Je portais la seule chemise que je possédais encore qui n'était pas froissée, les manches retroussées à cause de la chaleur. La sueur coulait encore chaudement le long de ma colonne vertébrale même si la climatisation luttait pour sa vie. Je m'appelle Aaron Mitchell, j'ai 29 ans, caissier au Walmart à la périphérie de la ville. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé m'asseoir un jour ici, dans le bureau d'un avocat, en attendant que le testament de mon grand-père soit lu. Grand-père Ryan Mitchell est décédé il y a exactement une semaine. Un AVC. J'étais la dernière personne dont il a tenu la main aux urgences. Ses doigts étaient glacés, mais ils ont quand même serré doucement les miens comme pour essayer de dire quelque chose. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. J'ai seulement hoché la tête comme si je comprenais tout ce qu'il n'avait pas réussi à dire. Mes parents étaient assis sur les chaises en face de moi. Mon père, Martin Mitchell, 58 ans, les cheveux gris et en désordre, portant le même vieux costume qu'il mettait au mariage des autres, consultait son téléphone comme s'il attendait un bus au lieu d'entendre ce que son propre père lui avait laissé. Ma mère, Mathilda, 56 ans, les cheveux blonds teints montrant déjà des racines sombres, était assise les jambes croisées, ses ongles peints en rouge tapotant un rythme agité sur la coudoir. Il ne s'était pas adressé un mot depuis leur entrée dans la pièce, ni à moi. Je savais ce qu'il pensait. Grand-père n'avait que cette vieille maison en bois dans les montagnes à 3 heures de route. Toit qui fuit, murs pourris, des souris partout. Pour eux, aujourd'hui n'était qu'une formalité. Signer les papiers et rentrer à la maison. Ils voulaient en finir rapidement. Moi non. Je voulais entendre chaque mot, qu'il m'ait laissé quelque chose ou non. L'avocat, Kenneth Wardle, est entré, grand, mince, des lunettes à monture dorée, la voix lente comme s'il craignait de briser l'air. Il a posé un épais dossier sur le bureau, l'a ouvert, a tourné quelques pages et s'est éclairci la gorge. Le dernier testament de Rayland James Mitchell, exécuté le 12 octobre de l'année dernière, dûment attesté et notarié. J'ai essayé de déglutir. Mon cœur battait la chamade comme lorsque j'attendais mon chèque de paie. Je n'espérais pas d'argent. J'espérais qu'il avait écrit quelque chose pour moi. Une seule ligne aurait suffi. Une phrase comme « Aaron, je suis fier de toi » ou « La cabane est à toi ». N'importe quoi pour que je sache qu'il était encore quelque part, qu'il me regardait toujours. Monsieur Wardle a commencé à lire le préambule formel. De longues phrases juridiques que je comprenais à peine. Puis il a fait une pause, juste une seconde, mais le monde entier est devenu silencieux. Point l'intégralité du reliquat de la succession, y compris tous les titres, investissements, comptes bancaires, biens immobiliers et tout droit et intérêts y afférents, d'une valeur totale estimée actuellement à 1,1 milliard de dollars américains, est légué dans son intégralité à Martin Mitchell et Mathilda Mitchell en tant qu'uniques et égaux cohéritiers. La pièce sembla soudain manquer d'air, comme si chaque molécule d'oxygène avait été aspirée. J'ai entendu ma mère halter, une inspiration brusque et involontaire, le cliquetis sec du téléphone de mon père heurtant le sol. Je me suis tourné. Maman avait la main sur la bouche, les yeux si grands qu'ils semblaient vouloir sortir, des larmes brillant. Pas de chagrin pour grand-père, mais à cause de ce chiffre. Papa s'est levé d'un bond, sa chaise raclant le sol avec un grand bruit. Le visage empourpré, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. Ses mains tremblaient. Puis soudain, il a ri. Un rire rauque et éraillé, comme quelqu'un qui vient de gagner à la loterie au milieu de la rue. 1 milliard 100 millions, balbutia papa, la voix aiguë et inconnue, me surprenant. Il s'est tourné vers maman. Ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre et ont sauté comme des enfants, oubliant complètement que l'avocat était toujours assis là, oubliant que j'existais. Je suis resté figé. 1,1 milliard de dollars. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais entendu. J'ai cligné des yeux encore et encore, essayant de me convaincre que j'avais mal entendu. Grand-père avait autant d'argent? Il avait vécu dans cette cabane pourrie, coupait son propre bois de chauffage, mangeait des sandwichs au beurre de cacahuètes, m'envoyait $200 à chaque Noël avec un mot qui disait « Ne le dis pas à tes parents ». Toutes ces années, il l'avait caché. Tout caché. Mais alors j'ai souri, sincèrement. Le premier vrai sourire en une semaine. J'ai regardé mes parents s'étreindre et sauter, les larmes coulant sur les joues de maman. Papa riait si fort qu'il s'est mis à tousser.
J'ai ressenti un soulagement après toutes ces années de galère. Après toutes les fois où papa grognait parce qu'on ne pouvait pas réparer la voiture. Maman se plaignait parce qu'elle ne pouvait pas acheter un sac de Créateur. Enfin, il l'avait. Il ne se disputerait plus jamais pour les factures d'électricité. Il serait heureux. C'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que papa se retourne et me regarde. Ce regard n'était pas celui d'un père qui venait de gagner à la loterie. C'était le regard d'un étranger, froid, distant, comme si je m'étais assis à la mauvaise table. Maman était pareille. Elle a essuyé ses larmes, s'est redressée et a souri. Mais c'était un sourire suffisant. Le sourire de quelqu'un qui venait de monter sur un barreau plus élevé et avait laissé tous les autres en bas. Elle m'a jeté un regard d'une seconde, et dans cette seconde, j'ai clairement vu le mépris briller dans ses yeux. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale malgré la chaleur étouffante. Papa s'est rassis, mais ce n'était plus le papa qui me harcelait pour avoir acheté un Starbucks. Il était assis droit, le menton levé, comme si ce fauteuil en cuir était devenu un trône. Maman a lissé ses cheveux, a ajusté son col, son regard glissant sur moi de la manière dont on regarde un livreur. Monsieur Wardell a continué à lire les clauses mineures, impôts, procédures de transfert, etc. J'ai cessé d'écouter. Tout ce que j'entendais, c'était mon propre rythme cardiaque et une certitude froide et indubitable qui s'insinuait dans mon esprit. Aujourd'hui n'était pas le jour où mes parents sont devenus riches. Aujourd'hui était le jour où j'ai perdu ma famille. Je les ai regardés une dernière fois. Ils se chuchotaient des choses avec enthousiasme, les yeux brillants. Aucun d'eux ne m'a regardé. Pas un seul regard réconfortant, pas un seul « Fils, ne t'inquiète pas, nous prendrons soin de toi ». Rien, juste les sourires d'étrangers qui venaient d'hériter d'une fortune. Et au fond de moi, je savais que le cauchemar ne faisait que commencer. Le changement est arrivé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Une semaine seulement après la lecture du testament, mes parents s'étaient complètement transformés. Papa a démissionné le premier. Il a appelé son patron depuis le salon, la voix si forte que je pouvais entendre chaque mot. J'en ai fini. À compter d'aujourd'hui. Votre entreprise n'a plus besoin de moi, et je n'ai certainement plus besoin de vous. Il a raccroché, a éclaté de rire et a frappé maman sur l'épaule. Fini. À partir de maintenant, je suis un milliardaire. Maman a démissionné le lendemain même. Elle est rentrée tôt, a jeté son uniforme de restaurant directement à la poubelle et a déclaré, plus jamais à attendre personne. C'est moi la patronne maintenant. Ils se sont vautrés sur le canapé toute la journée, regardant la télévision, parcourant les annonces immobilières et les voitures de luxe, bavardant sans arrêt de leur nouvelle vie. L'argent n'était même pas encore sur leur compte. Les formalités bancaires étaient toujours en cours, mais ils dépensaient déjà comme si le 1,1 milliard de dollars leur brûlait les doigts. Ils ont maximisé leurs cartes de crédit, ont contracté des prêts relais en invoquant l'héritage imminent, ont vendu la vieille voiture pour une bouchée de pain et sont arrivés dans une Mercedes rutilante que papa a fait klaxonner triomphalement dans le quartier pour que tout le monde la voie. Maman s'est lancée dans des virées shopping frénétiques. Sac Louis Vuitton, talons Louboutin, robe de Créateur, bijoux en or cliquetant à chaque poignet. La maison débordait de sacs de marque, de boîtes à chaussures et de piles de reçus. Ils mangeaient dans des restaurants chics tous les soirs, commandaient les livraisons les plus chères et troquaient la bière bon marché contre du vin français. Et leur attitude, mon Dieu, c'était horrible. Au début, ce n'était que de l'arrogance. Papa se prélassant sur le canapé, les pieds sur la table basse, proclamant, à partir de maintenant, je ne m'incline devant personne. Je suis un milliardaire. Maman, s'admirant dans le miroir, caressant sa nouvelle teinture. Une femme aussi magnifique n'aurait pas dû avoir à servir des tables. Quel gâchis. Puis ils ont commencé à me regarder comme si j'étais un perdant. Un fardeau qu'ils avaient été forcés de porter. Pendant ce temps, j'allais toujours au travail. Je remettais toujours mon salaire entier à maman pour qu'elle le garde. Mais maintenant, quand elle prenait l'argent, elle souriait d'un air narquois, qu'est-ce qu'on est censé faire de ces quelques centimes? On va bientôt avoir 1 milliard de dollars. On n'a pas besoin de ton argent de poche. Papa ricanait chaque fois que je rentrais à la maison dans mon uniforme de supermarché. Toujours en train de trimer à ce boulot sans avenir. Quelques dollars de l'heure, puis tu rentres à la maison pour vivre à nos crochets. Les gars de ton âge sont des PDG qui conduisent des Lambeaux. Chaque repas devenait un véritable enfer. Papa m'insultait ouvertement.
Ce gamin ne sait que scanner des produits d'épicerie. Son salaire ne pourrait même pas acheter un de ses dîners. Il a pointé du doigt l'assiette de bœuf wagyu que maman venait d'acheter. Maintenant qu'on est riche, il est peut-être temps que tu te débrouilles seul au lieu de vivre à nos crochets pour toujours. Maman a renchéri, la voix aussi tranchante qu'une lame. Exactement. 29 ans, toujours chez papa et maman, à faire un petit boulot minable. Les gens de ton âge sont riches, indépendants, possèdent des maisons et des voitures. Et toi? Soupir, quelle déception. Ils ont déterré le passé pour me salir. On a dépensé une fortune pour tes études. Et qu'est-ce que tu fais? Tu scannais des codes barres? Alors que j'avais fait des petits boulots pour payer mes frais de scolarité moi-même, ils n'avaient jamais contribué d'un centime. Tu ne fais que prendre de la place et faire grimper les factures d'électricité. Alors que je payais toutes les factures depuis des années. J'ai gardé la tête baissée et j'ai mangé. Chaque bouchée me restait en travers de la gorge, chaque mot me coupait comme un couteau. J'avais porté cette famille quand papa était malade. J'étais resté éveillé des nuits pour m'occuper de lui. J'avais remis chaque chèque de paie. Maintenant, tout était effacé comme si ça n'avait jamais existé. Ils me ricanaient dessus comme si j'étais un obstacle à leur style de vie de milliardaire. Le mépris grandissait de jour en jour. Papa a commencé à prendre des appels sur haut-parleur, délibérément assez fort pour que je l'entende. Ouais, la nouvelle maison doit avoir au moins 5 chambres. Oh, mon fils inutile? Oublie-le. Je ne lui donnerai pas un seul centime. Maman est entrée dans ma chambre sans demander et a jeté mes affaires pour faire de la place pour de nouvelles choses. Je le sentais clairement. Ils me poussaient hors de leur vie, me rasant tranche par tranche. J'ai commencé à redouter de rentrer à la maison. Je restais tard au travail, prétextant des heures supplémentaires alors qu'en réalité, je restais assis dans le parc, fixant les lampadaires jaunes et me demandant ce que j'avais fait pour mériter ça. Puis le jour est arrivé, le jour que je n'oublierai jamais. C'était un vendredi. J'ai fini à 18 h. L'air d'automne de Phoenix était frais, mais je frissonnais. J'ai conduit ma vieille voiture cliquetante jusqu'à la maison, m'accrochant encore à une stupide lueur d'espoir qu'aujourd'hui il serait différent. Peut-être qu'il m'inviterait à célébrer. Peut-être qu'il dirait « Merci, fils, pour tout ce que tu as fait pour nous ». J'avais même acheté une bouteille de vin bon marché, pensant que nous pourrions l'ouvrir ensemble. Mais en tournant dans notre rue, je l'ai vu immédiatement. Mes affaires, des valises, des boîtes en carton, des vêtements, des livres, mon vieil ordinateur portable, même la photo de moi et grand-père, jetés en tas sur la pelouse comme des ordures. Mes chemises fraîchement lavées gisaient dans la terre. La couverture du livre que grand-père m'avait donné était déchirée. J'ai freiné brusquement, le cœur martelant, et j'ai couru. Mes parents se tenaient sur le pas de la porte, les bras croisés, appuyés contre le cadre comme des statues froides. Papa dans une chemise neuve et impeccable. Maman dégoulinant du collier en or qu'elle avait probablement acheté la veille. Ils me regardaient sans aucune culpabilité, sans aucune pitié, juste une indifférence cruelle, comme si j'étais un intrus. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ai-je balbutié, la voix tremblante de choc. Maman a haussé les épaules. Tes affaires. Prends-les. Papa a resserré ses bras croisés, la voix glaciale. À partir de maintenant, tu te débrouilles seul. Nous sommes riches. On en a fini de nourrir un parasite. Je me suis figé. Mes jambes ont flanché. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour rester debout. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je suis ton fils. Papa a eu un rire méprisant que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Glacial et vicieux. Fils? Tu n'es qu'un profiteur. 29 ans, toujours à la maison, à faire un boulot de rien du tout pour des cacahuètes. On va vivre comme des rois. Il n'y a pas de place pour toi. Maman a coupé, la voix comme un rasoir. Exactement. Va où tu veux. Tu ne fais qu'encombrer la place. On vend cette maison pour acheter un manoir. Je suis tombé à genoux, rassemblant mes affaires avec des mains tremblantes. La chemise que grand-père m'avait donnée pour ma remise de diplôme était couverte de boue. Le livre qu'il m'avait laissé avait la couverture arrachée. Je voulais crier, demander s'il se souvenait des nuits où j'avais soigné papa pendant sa maladie, des années où j'avais porté les dettes de la famille. Mais ma gorge s'est nouée. Seules les larmes sont tombées. Papa a porté le coup de grâce.
ne reviens pas en rampant. Tu n'es plus notre fils. Dégage. Je ne me souviens pas comment j'ai tout chargé dans la voiture. Quand je me suis relevé, la nuit était tombée. Le vent me cinglait. J'ai conduit sans but dans la ville jusqu'à minuit, quand j'ai finalement trouvé un motel délabré à la périphérie de Phoenix. Une chambre de 20 mètres carrés, des murs qui s'écaillent, un lit qui grince, une salle de bain partagée au bout du couloir. Je me suis effondré sur le matelas, l'esprit enchevêtré. J'ai fixé le plafond fissuré, j'ai écouté le couple qui se disputait à l'étage, le vrombissement des semi-remorques sur l'autoroute, et j'ai pensé, est-ce ma nouvelle maison? Moi, Aaron Mitchell, 29 ans, jeté dehors par mes propres parents comme un chien galeux juste parce qu'ils sont devenus riches. Et je savais que ce n'était pas la fin du cauchemar. Les jours suivants, je me suis jeté dans le travail comme un fou. J'ai pris les quarts de nuit, les quarts du week-end, n'importe quel quart disponible. Le directeur a demandé, « Ça va, Aaron? Tu as l'air d'un zombie. » J'ai forcé un sourire. « Ça va, patron. J'ai juste besoin d'argent. » La vérité, c'est que j'avais besoin d'oublier. Oublier la vue de mes affaires éparpillées sur la pelouse comme des déchets. Oublier les yeux glacials de papa quand il m'a traité de parasite. Oublier le sourire méprisant de maman quand elle a dit que j'étais inutile. Dès que mon esprit devenait vide, ne serait-ce qu'une seconde, ces images revenaient en masse et me poignardaient le cœur comme des couteaux. Alors je travaillais jusqu'à m'effondrer, jusqu'à rentrer au motel et m'évanouir à l'instant où ma tête touchait l'oreiller, trop épuisé pour penser. Je vivais de sandwichs et d'eau du robinet. Je n'osais pas dépenser un centime de plus. Mon téléphone restait en silencieux. Je ne voulais pas entendre parler de mes parents, même si je savais qu'ils n'appelleraient jamais. Ils étaient occupés à vivre leur vie royale, à faire du shopping, à se vanter auprès des voisins qu'ils étaient enfin riches. Je n'ai envoyé des textos qu'à quelques vieux amis, mentant que je déménageais et que j'étais débordé de travail. Je ne voulais que personne ne sache que j'avais été jeté dehors comme un chien. La honte était écrasante. Certaines nuits, je me recroquevillais en boule, me demandant quelle terrible chose j'avais faite pour mériter cela. Ces mois se sont écoulés dans un flou insignifiant. Puis mon 30e anniversaire est arrivé. Je me suis souvenu comment grand-père, quand il était encore en vie, appelait toujours pour chanter joyeux anniversaire. Faux, mais avec tant de chaleur que sa voix rauque au téléphone me faisait sourire toute la journée. L'année dernière, il m'avait même envoyé un petit gâteau avec une note manuscrite. Mon petit-fils est devenu grand, mais tu es toujours le petit pleurnichard d'autrefois. Je suis si fier de toi. Assis dans cette chambre de motel, j'ai souri à ce souvenir, puis mes yeux ont brûlé et ma gorge s'est nouée. J'ai fini tôt ce jour-là, j'ai demandé au directeur si je pouvais partir à 15 heures. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une petite boulangerie et j'ai acheté le plus petit et le moins cher des gâteaux qu'ils avaient, avec une bougie tordue plantée dans le glaçage blanc fade. De retour dans la chambre, j'ai verrouillé la porte, tiré le rideau, posé le gâteau sur la table en bois pourri sous la lumière fluorescente vacillante. Pas d'amis, pas de famille, pas de vœux. Juste moi et ce minuscule gâteau, l'odeur de vanille bon marché se mêlant à la moisissure humide dans l'air. J'ai allumé la bougie. La petite flamme dansait, projetant des ombres sur les murs qui s'écaillaient. Je l'ai fixée longtemps, puis j'ai murmuré, « Joyeux anniversaire, Aaron Mitchell, 30 ans. » J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai soufflé. À la seconde où la flamme s'est éteinte, tout en moi s'est brisé. Les larmes ont coulé de manière incontrôlable. J'ai glissé sur le sol froid et j'ai sangloté comme un enfant perdu. J'ai sangloté de solitude, d'humiliation, du fait que je n'aurais jamais imaginé passer mon 30e anniversaire comme ça. Seul dans une chambre de motel puante, pas une seule âme à mes côtés. Personne ne se souvenait de moi. Personne ne s'en souciait. Même mes propres parents de chair et de sang m'avaient jeté comme un déchet dès qu'ils avaient eu de l'argent. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis je suis resté allongé sur le sol, fixant le plafond fissuré tandis que les souvenirs défilaient comme un vieux film au ralenti, chaque image assez nette pour faire mal. Avant que tout ne s'effondre, j'avais une vie complètement différente. Une vie si paisible et libre que d'y penser maintenant me tord les entrailles de regret. Après avoir obtenu un diplôme en informatique, je rêvais de créer une petite entreprise, mais les emplois étaient rares, alors j'ai pris le poste de caissier au supermarché, le même travail que mes parents méprisent maintenant. À l'époque, j'en étais fier. J'ai loué un minuscule studio de 15 mètres carrés en centre-ville.
propre, confortable, de grandes fenêtres qui captaient le soleil du matin. Chaque matin, je préparais du café, mettais du jazz doux et travaillais à mon petit bureau avec mon vieil ordinateur portable. Le soir, je cuisinais des spaghettis simples ou une salade de poulet, je regardais quelque chose sur Netflix, je me promenais dans le parc le week-end, je lisais, je retrouvais des amis pour une bière. Mon salaire n'était pas élevé, environ 3 000 par mois. Mais je vivais frugalement et je couvrais tout moi-même. Pas de dette, pas de pression de personne. Paisible, vraiment libre. Je pensais que je vivrais comme ça pour toujours, seul mais heureux, ne portant personne sur mon dos, jugé par personne. Puis un après-midi, tout s'est terminé par un simple appel téléphonique. J'étais au supermarché en train de scanner des produits quand mon téléphone a vibré comme un fou. « Maman », ai-je répondu et sa voix est sortie déformée par la panique. « Aaron, ton père a eu une crise cardiaque. Il est aux urgences. Viens vite, s'il te plaît. » J'ai tout laissé tomber et j'ai couru à ma voiture sans en informer mon directeur ou mes collègues. Sur le trajet, je n'arrêtais pas de rappeler, mais elle ne décrochait pas, seulement des messages vocaux sanglotants. Mon cœur battait la chamade, la sueur coulait à flot, mon esprit s'emballait vers les pires possibilités. J'ai grillé des feux rouges, klaxonné comme un fou, priant pour arriver à temps, priant pour que papa respire encore. J'ai sprinté dans les urgences. Maman était affalée sur le sol du couloir, les cheveux en désordre, le visage maculé de larmes et de morve. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est jetée dans mes bras et a gémi. « Ton père ? Il a failli mourir. » Je l'ai tenu, la poitrine écrasée par la douleur. J'ai parlé aux infirmières. Puis le médecin m'a pris à part. Heureusement, papa s'était stabilisé. Une légère crise cardiaque. Il devrait rester quelques jours de plus pour observation, des médicaments coûteux, peut-être un stent si ça se reproduisait. Je n'ai pas hésité. J'ai pris un congé sans solde, j'ai vidé mes économies pour couvrir les premières factures d'hôpital. Des milliers de dollars partis en quelques jours. Je travaillais le matin, puis je filais à l'hôpital chaque après-midi et soir, assis au chevet de papa, lui essuyant le visage, lui donnant à la cuillère du porridge fin pendant que les machines sifflaient autour de lui. Maman était assise dans le coin, pâle comme un fantôme, marmonnant « On est fini. Où va-t-on trouver l'argent pour tout ça ?» Je ne me suis jamais plaint. Je voulais juste que papa vive. Je suis resté éveillé nuit après nuit. Les yeux cernés de noir comme un raton laveur. Mais j'ai souri quand il a ouvert les yeux et m'a vu. « Je suis là, papa. Tu vas bien. Je m'occuperai de tout. Repose-toi juste. » 3 semaines plus tard, il a été autorisé à sortir. Le médecin a donné des instructions strictes. Soins 24H24 et 7J7, contrôle de la tension artérielle 3 fois par jour, médicaments à heure fixe, régime strict, pas de stress. Maman est devenue blanche comme un linge. Elle m'a attiré dans le couloir, a attrapé mes mains avec des doigts tremblants et a supplié en sanglotant. « Je ne peux pas le faire, Aaron. J'ai trop peur. J'ai du travail et je ne suis pas forte. S'il te plaît, reviens à la maison. Aide-moi. Je t'en supplie. » Elle tremblait de larmes. Je l'ai regardée, puis j'ai pensé à papa dans le fauteuil roulant, si frêle que ça me brisait le cœur, sa voix faible appelant mon nom. Ma résolution a fondu. D'accord, je vais revenir. Je t'aiderai à prendre soin de lui. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la vie indépendante que j'aimais. J'ai donné mon préavis pour le studio, j'ai fait mes valises et je suis retourné dans la vieille maison, la même maison que j'avais juré, enfant, de fuir pour toujours parce qu'elle était remplie de cris et de froideur. Mais l'amour était plus fort que la raison. J'avais pitié de la maladie de papa. J'avais pitié de l'impuissance de maman. À partir de ce jour, je suis devenu le seul pilier qui tenait tout debout, traînant toute la famille comme un bœuf sous le joug. Je travaillais toute la journée, je rentrais pour cuisiner la soupe fade de papa, je prenais sa tension, je lui rappelais de prendre ses pilules, je l'écoutais radoter sur le passé. La nuit, je dormais sur le canapé devant sa chambre, sursautant chaque fois qu'il toussait ou se retournait. Les week-ends, je prenais des quarts de nuit supplémentaires dans un autre supermarché pour payer les compléments alimentaires et les vitamines coûteux prescrits par le médecin. J'ai remis mon salaire entier à maman, en disant « garde-le pour gérer les dépenses du ménage ». Elle a hoché la tête avec empressement, les yeux s'illuminant. « Bon garçon. Maman va le garder. » Et à partir de là,
je n'ai presque plus jamais revu un centime. Ma vie est devenue étouffante et contrôlée. Même les plus petites choses nécessitaient une permission. J'avais besoin de nouvelles chaussures parce que les miennes tombaient en morceaux. Maman a secoué la tête. Pas encore. On a besoin de l'argent pour les médicaments de papa. Je voulais prendre un café avec un vieil ami, elle m'a immédiatement bloqué. Pourquoi gaspiller de l'argent? Une fois, l'entreprise a organisé sa fête de fin d'année, j'ai hésité pendant une éternité avant d'oser demander, « Maman, pourrais-je avoir quelques dollars pour la fête du bureau ?» Juste quelques dizaines de dollars? Tout le monde y va. Elle s'est retournée brusquement, le visage violet, et a crié comme si elle me giflait avec chaque mot. « Es-tu fou? D'où crois-tu que vient l'argent? Ton père est gravement malade, des milliers par mois en médicaments, et tu veux faire la fête? Espèce d'ingrat, complètement inutile. » Des postillons ont volé sur mon visage alors qu'elle hurlait à travers la maison. Je suis resté figé, la douleur m'étouffant, les larmes menaçant, mais ravalé. Quelques dizaines de dollars et j'étais extravagant, ingrat. Papa s'est progressivement rétabli mais est resté aussi grincheux que jamais. Pire en fait, car la maladie le rendait irritable. Soupe trop fade, grogna-t-il. J'ai oublié ses cigarettes, alors que le médecin les avait interdites, il a rugi. Espèce de gamin inutile, bon à rien, a-t-il beuglé, même si je portais tous les fardeaux, médicaments, factures, tout sur mes épaules. J'ai serré les dents et j'ai enduré, ne répondant jamais. Je travaillais comme un animal, dormais comme un mort, existais comme une ombre dans la maison où j'avais grandi. Mais pas une seule fois ils ne m'ont dit merci. Pas une seule fois ils ne m'ont regardé avec fierté ou gratitude. Seulement des plaintes, seulement des regards dédaigneux quand je rentrais tard dans mon uniforme froissé, puant la sueur. Ça faisait un mal de chien d'avoir tout sacrifié. Ma liberté, mes rêves, mon argent, ma santé, ma jeunesse, juste pour empêcher cette famille de s'effondrer. Et ils n'ont jamais regardé en arrière, n'ont jamais reconnu ce que j'avais fait. Ils me traitaient comme un serviteur parlant, un outil pratique pour les temps difficiles. Et maintenant qu'ils avaient de l'argent, ils m'ont jeté sans une seconde pensée. Et puis ça m'a frappé. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu comme leur fils. Je n'étais qu'un outil à utiliser pour eux. Je suis resté allongé sur le sol froid de la chambre de motel, les larmes coulant silencieusement à nouveau. Le petit gâteau avait fondu en une flaque il y a longtemps. La bougie s'était éteinte des heures auparavant. J'avais 30 ans, mais j'avais l'impression d'avoir vécu 100 ans de douleur et 100 ans de solitude. Je me suis demandé, grand-père, peux-tu me voir? Où suis-je maintenant, seul dans ce monde? Mais au moins, j'étais encore en vie, je respirais encore, et je m'accrochais encore au plus mince fil d'espoir que la vie pourrait un jour être un peu moins cruelle avec moi. Je me suis redressé, j'ai essuyé mon visage avec la manche de ma chemise sale et j'ai fixé le gâteau ruiné sur la table. Le glaçage blanc avait coulé en triste traînée sur le bois pourri, semblant aussi pathétique que ma vie en ce moment. J'ai ri de mon propre sort. Au moins, tu es libre maintenant, Aaron, me suis-je dit d'une voix rauque à force de pleurer. Libre de cette maison. Libre des insultes. Libre de leurs regards méprisants. Tu es libre maintenant. Libre et complètement seul. La liberté sonnait bien en théorie, mais pourquoi se sentait-elle si froide et creuse? J'ai soupiré, je me suis levé, j'ai traîné les pieds jusqu'à l'évier rouillé et je me suis aspergé le visage d'eau glacée. Le choc du froid m'a un peu éclairci les idées. J'ai regardé mon reflet dans le miroir fissuré. Yeux rouges, joues creuses, cheveux en nid d'oiseau. Continue, ai-je murmuré à l'étranger dans le miroir. Juste un peu plus longtemps. La vie ne peut pas rester aussi mauvaise pour toujours. J'ai prié pour que ce soit vrai. J'ai supplié silencieusement l'univers de m'accorder ne serait-ce que la plus petite miséricorde. Juste assez de raison pour continuer à respirer. À cet instant précis, dans le silence de mort de la chambre de motel, on a frappé. 3 coups. Clair, délibéré. Je me suis figé, le cœur battant contre mes côtes. Qui? Presque 22 heures. Qui savait même que j'étais ici? Aucun de mes amis n'avait cette adresse. Pas de collègues. Mes parents? Impossible. Ils m'avaient excommunié de leur vie. Le propriétaire du motel voulant l'argent du loyer? J'ai dégluti difficilement, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la porte et j'ai regardé à travers le Judas rouillé.
Un homme grand et mince en costume noir et lunettes à monture dorée se tenait dans le couloir sombre. C'était Kenneth Wardle, l'avocat de grand-père, celui qui avait lu le testament des mois plus tôt. J'ai ouvert la porte, si stupéfait que je pouvais à peine parler. « Monsieur Wardle, comment m'avez-vous trouvé ?» Il a eu un petit sourire professionnel, mais pas méchant. « Aaron, ça m'a pris un certain temps, mais j'ai trouvé le bon endroit. Puis-je entrer ? J'ai quelque chose que je dois vous remettre personnellement, aujourd'hui de tous les jours. » Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer dans la misérable chambre. Il est entré sans la moindre grimace, même si la puanteur humide et le désordre ont dû le frapper immédiatement. Il s'est assis sur la seule chaise en plastique, a posé sa mallette polie sur la table, l'a ouverte et en a retiré une épaisse enveloppe blanche scellée à la cire rouge portant le familier petit blason à l'aigle de grand-père. « Tenez » a-t-il dit en la glissant vers moi. « Raylan m'a chargé de vous remettre ceci en main propre. Le jour exact de vos 30 ans. Pas un jour plus tôt, pas un jour plus tard. Et personne d'autre ne devait le savoir. Pas même vos parents. » Mon cœur a sauté un battement. Mon anniversaire. Grand-père s'en souvenait. Même dans la mort, il s'en souvenait. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était lourde, épaisse, et portait la faible odeur de vieux papier et du tabac à pipe de grand-père. J'ai brisé le seau. Mon pouls était si fort que je pouvais l'entendre. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite dans l'écriture familière, tremblante mais déterminée de grand-père, ainsi qu'une pile de documents juridiques reliés en spirale. J'ai d'abord ouvert la lettre. L'odeur de vieux papier s'est élevée comme s'il venait de finir de l'écrire il y a quelques instants. Mon très cher petit-fils, Aaron, si tu lis ceci, je suis parti. Et tu vis probablement les jours les plus difficiles de ta vie. Je sais tout, mon fils. J'ai toujours connu la vraie nature de Martin et Mathilda, mon fils et ma belle-fille. Ils sont égoïstes et avides. Ils placent l'argent au-dessus de la famille, au-dessus du sang. Je l'ai vu quand ils étaient jeunes. Je ne les déteste pas pour ça, mais je ne pouvais pas les laisser te faire du mal. Le seul petit-fils que j'aime et en qui j'ai vraiment confiance. Le 1,1 milliard de dollars que tout le monde a entendu lors de la lecture du testament n'était qu'une coquille vide. Chaque centime était gagé, emprunté aux banques il y a des années pour des investissements. Les banques vont tout saisir bientôt. Tes parents se retrouveront avec rien d'autre que des dettes. Je l'ai fait pour leur donner une leçon. L'argent ne peut pas acheter la décence et la cupidité finit par dévorer son propriétaire. Ma véritable fortune, 150 millions de dollars, se trouve dans un trust indépendant que j'ai créé il y a 20 ans, constitué discrètement à partir d'actions que j'ai achetées et conservées en secret. Personne ne le savait. Pas Martin. Pas Mathilda. L'intégralité du trust t'appartient, Aaron James Mitchell, et à toi seul. Parce que tu es le seul que j'ai jamais vu avec un cœur vraiment bon, de la gentillesse et la force d'utiliser cet argent à bon escient. Tu mérites le bonheur. Tu mérites de vivre la vie qui est la tienne. Le trust s'active aujourd'hui, le jour de ton 30e anniversaire. Considère-le comme le plus grand cadeau d'anniversaire que je t'ai jamais fait. Je suis si fier de toi, Aaron. Tu as été la plus grande joie de ma vie. À toi pour toujours, grand-père Raylan. J'ai lu chaque mot à travers des larmes abondantes. Mes mains tremblaient si fort que le papier cliquetait. J'ai ouvert les documents du trust. Première page, bénéficiaire unique, Aaron James Mitchell. Date d'activation, aujourd'hui. Solde, 150 millions de dollars américains. La signature de grand-père partout, contresignée et notariée par Monsieur Wardle. J'ai levé les yeux vers l'avocat. Ses propres yeux étaient rouges. Il a hoché la tête. Tout est parfaitement légal, Aaron. À partir de ce moment, vous êtes l'unique héritier. Les banques sont prêtes à transférer ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Raylan a planifié chaque détail il y a des années. Il attendait ce jour. Je ne pouvais pas parler. Je suis resté assis là, serrant la lettre contre ma poitrine. Grand-père, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu, compris, aimé, m'avait protégé jusqu'à son dernier souffle. Il ne m'avait pas seulement sauvé avec de l'argent. Il m'avait sauvé avec la seule chose que personne d'autre ne m'avait jamais donnée. Un amour inconditionnel. Monsieur Wardle est resté quelques minutes de plus, puis s'est excusé. Il se faisait tard. Je suis resté assis dans la chambre de motel,
si silencieuse que je pouvais entendre le goutte-à-goutte de la douche cassée au bout du couloir, serrant la lettre contre ma poitrine comme si c'était grand-père lui-même. Les documents du trust étaient à côté de moi, mais je n'avais même pas commencé à réaliser les 150 millions de dollars. Pour l'instant, il n'y avait que la lettre, l'écriture tremblante de grand-père et la faible odeur de vieux papier mêlé au tabac à pipe qu'il fumait tous les soirs. Des souvenirs d'enfance ont afflué sans prévenir, comme si quelqu'un avait allumé un vieux projecteur dans ma tête, image par image, si vif que je pouvais entendre les rires, les pleurs, le vent qui s'engouffrait dans sa cabane de montagne. Ma famille n'avait jamais été pauvre. Papa avait un travail de bureau. Maman servait dans un restaurant. Nous avions assez à manger et parfois un peu de reste pour des jouets. Mais la maison était toujours froide. Pas en termes de température, mais d'esprit. Même tout petit, je savais ce que signifiait être seul entre quatre murs. Ce n'était pas un manque d'argent. C'était un manque de chaleur. Le manque du sentiment que vos parents vous voyaient vraiment. Papa Martin était toujours occupé. Occupé par le travail, les amis, la boisson. Quand il rentrait, il s'effondrait sur le canapé, regardait la télévision et s'énervait pour tout. Il adorait les comparaisons. Moi contre le fils du voisin, le fils du collègue, un garçon au hasard qu'il voyait dans la rue. Leur fils a que des A et joue au football comme un pro. Toi, tu n'es qu'un fauteur de troubles, criait-il. Peu importe mes efforts, ce n'était jamais assez. Je me souviens d'avoir ramené un bulletin plein de A, rayonnant de fierté. Il y a jeté un coup d'œil et a dit, il n'y a pas de quoi se vanter. Jason d'un accent grave côté à des A+ et joue du piano. Je suis resté là, le papier tremblant dans ma main, me sentant comme si j'avais été giflé sans qu'une main ne me touche jamais. Après ça, j'ai appris à ne pas me vanter. J'ai appris le silence. Maman était différente. Elle ne criait pas beaucoup, mais elle était plus froide. Peu de mots, moins de sourires, presque pas de câlins. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'elle m'a serré dans ses bras. Peut-être quand j'étais tout petit. Elle rentrait épuisée du restaurant, irritée par les clients impolis et les maigres pourboires. S'occuper de moi lui semblait être une corvée. Manger, dormir, étudier. C'était toute l'étendue de notre conversation quotidienne. Elle n'a jamais demandé si j'étais heureux, si quelqu'un me harcelait, si j'aimais un certain plat. J'étais un fantôme dans ma propre maison, glissant silencieusement à travers les pièces, grandissant sans être remarqué. Le souvenir le plus clair date de mes 8 ans. Fête de l'école, pluie battante. Tous les autres enfants ont été récupérés. J'étais assis, recroquevillé sous l'auvent, dans un imperméable trempé, serrant mon sac à dos. 1 heure, 2 heures, j'avais froid et faim, mais je refusais de pleurer. Finalement, mes parents sont arrivés près de 3 heures plus tard. J'ai couru vers eux, m'attendant à des bras autour de moi et à des excuses. Au lieu de cela, papa a lâché, « Pourquoi n'es-tu pas rentré à pied ? Tu es assez grand. » Maman a soupiré. « La prochaine fois, prends le bus. » Je suis occupé. Je me suis assis sur la banquette arrière, j'ai baissé la vitre, j'ai laissé la pluie me gifler le visage pour que les larmes se confondent. À partir de là, j'ai appris à rentrer seul, à tout gérer seul, à penser mes propres égratignures. Dans ce sombre portrait d'enfance, il n'y avait qu'un seul point lumineux. Grand-père Rélan. Il était le seul qui me voyait vraiment. Chaque week-end, comme une horloge, sa vieille camionnette cabossée arrivait, klaxonnait 2 fois. Je sortais en courant avant que mes parents ne puissent dire un mot et je sautais à l'intérieur. Il souriait, la voix rauque. « Où est mon garçon ? Monte. » Pendant 2 jours par semaine, j'échappais à cette maison glaciale. Sa cabane de montagne à 3 heures de Phoenix était mon paradis. Toit qui fuyait qu'il réparait lui-même. Murs pourris qu'il repeignait. Souris qu'il piégeait. Pour moi, c'était plus chaleureux que n'importe quel manoir. Il cuisinait pour moi. Viande grillée fumée. Purée de pommes de terre de son propre jardin. Des biscuits de travers qui avaient meilleur goût que tout ce qu'on achète en magasin. Il racontait des histoires. Ses jours à l'armée, sa rencontre avec grand-mère, la semaine où il a vécu de pain sec. Il m'a appris à réparer des moteurs, à construire des tables, à faire pousser des tomates et du céleri. Un homme doit se débrouiller seul, Aaron, disait-il, les mains noires de graisse, les yeux brillants. Il posait des questions sur tout. Heureux aujourd'hui ? Que veux-tu que grand-père cuisine ?
Quelqu'un t'embête? Je m'en occupe. Il se souvenait que j'aimais la glace à la vanille sans sucre. Que j'avais peur du noir, alors il laissait une veilleuse. Que mon anniversaire était exactement ce jour-là. Même quand mes parents l'oubliaient, il me serrait dans de grands et forts câlins qui sentaient le tabac et le pain. Je m'endormais sur son épaule près de la cheminée pendant qu'il chantait faux, me sentant plus en sécurité que je ne l'ai jamais été à la maison. Plus je grandissais, plus leur indifférence devenait claire. Ils ne demandaient jamais de nouvelles de l'école, ne se souciaient jamais si j'avais une petite amie, n'ont jamais célébré mon admission à l'université. Je gérais tout. La cuisine dès 13 ans, la lessive, le bus pour l'école, un travail dans une supérette dès 16 ans. Ils me traitaient comme un pensionnaire. Le jour où j'ai été accepté à l'université, avec une bourse partielle en informatique, je suis rentré excité. Papa a grogné, oh, et a continué à regarder la télévision. Maman a dit, bien. Paie-le toi-même. Pas de câlin, pas de dîner de célébration. Seul grand-père est descendu, m'a serré dans ses bras jusqu'à ce que je m'étouffe. Mon garçon l'a fait. Je suis si fier. Poursuis tes rêves. Ne regarde pas en arrière. Pendant mes 4 années d'université, j'ai étudié et travaillé. J'ai dormi 3 heures par nuit. J'ai vécu de sandwich. Mais j'étais fier parce que je l'ai fait seul. Mes parents appelaient tous les quelques mois. Comment ça va? Tu as déjà un chèque de paie? Bonne chance. On n'a pas grand-chose à te donner. Tu comprends? Ils n'ont jamais envoyé un seul dollar. Seul grand-père me glissait 200 chaque mois avec une note manuscrite. Ne le dis pas à tes parents. Si fier de toi. Malgré le train-train, je montais le voir une fois par mois, 3 heures de route à chaque fois, apportant des provisions, veillant tard, écoutant ses histoires. Il devenait plus fragile, mais souriait toujours. Tu es tout pour moi, Aaron. Puis le jour où il est parti, j'étais à la caisse quand maman a appelé, la voix brisée. Grand-père avait eu un AVC, était aux urgences. J'ai tout laissé tomber, j'ai filé à l'hôpital comme un fou. J'y suis arrivé le premier. Il était là, les machines bipant, la main glacée, mais serrant la mienne. Il a murmuré, Aaron, je suis fier de toi. Vis bien. Je l'ai tenu, les larmes silencieuses. Il s'est éteint quelques instants plus tard, sa main encore chaude dans la mienne. Maintenant, dans cette chambre de motel exiguë, serrant la lettre qu'il a écrite avant de mourir, chaque souvenir revient en masse et me déchire le cœur en deux. Je pleure pour une enfance sans chaleur parentale. Pour des années de solitude et d'autonomie, pour le jour où il est parti avant que je puisse lui dire que je l'aimais plus que tout. Mais je souris aussi à travers les larmes parce que finalement, je comprends. Grand-père était le seul à avoir jamais vu ma valeur. Le seul à m'avoir aimé inconditionnellement. Pas de comparaison, pas d'abandon. Il m'a sauvé. Pas seulement aujourd'hui, mais il y a très, très longtemps. Les jours suivants, j'ai vécu comme dans un rêve. Le rêve le plus beau et le plus terrifiant de ma vie. J'ai quitté ce motel misérable après seulement une semaine et j'ai emménagé dans un petit mais propre appartement au centre-ville de Phoenix. De grandes fenêtres qui buvaient la lumière du soleil, une cuisine entièrement équipée, un matelas si doux que la première nuit, je me suis demandé si j'étais vraiment dans mon propre lit. Monsieur Ward s'est occupé de chaque détail, activant le trust, transférant des fonds, conseillant sur les investissements pour que l'argent fructifie sans que les impôts ne prennent une trop grosse part. 150 millions de dollars. Le chiffre me donnait encore le vertige chaque fois que je consultais mon compte bancaire. Je ne me suis pas lancé dans une frénésie de dépenses. J'ai seulement acheté l'essentiel, de nouveaux vêtements, une voiture d'occasion fiable, et j'ai recommencé à apprendre à coder. Le rêve que j'avais enterré il y a des années. Je me suis inscrit à des cours en ligne, j'ai acheté un ordinateur portable haut de gamme et j'ai codé pendant des heures sans me soucier du loyer ou de la nourriture. Pour la première fois de ma vie, je pouvais respirer. Un samedi après-midi, j'étais assis dans mon café habituel, cette fois commandant un latte-chaud au lieu du café noir le moins cher, quand mon téléphone a vibré. Le numéro de maman. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, le cœur battant la chamade. Depuis combien de temps n'avaient-ils pas appelé ou envoyé de textos? Et ils avaient dit que je n'étais plus leur fils. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose de tendre en moi a appuyé sur répondre. Aaron, mon fils, sauve-moi. La voix de maman est passée, déformée, sanglotante, paniquée au-delà de toute reconnaissance.
Ce n'était pas la femme arrogante qui m'avait mis à la porte. C'était la voix de quelqu'un qui se noyait. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, ma propre voix trahissant l'alarme. Papa a arraché le téléphone. Sa voix était rauque, tremblante. « Aaron, tout. Tout s'est effondré, fils. Les banques, elles saisissent tout. Ce milliard de dollars, ce n'était pas à nous. Ce ne sont que des dettes. Ton grand-père nous a piégés, fils. Sauve-nous. » Je suis resté paralysé, même si je savais que cela allait arriver. Assis au milieu d'un café confortable, une musique douce jouant, l'odeur de pain grillé dans l'air, le monde s'est soudainement assombri. Les mots de grand-père ont résonné, lettre par lettre. Les banques vont tout saisir bientôt. Je l'ai fait pour leur donner une leçon. J'ai écouté mes parents se déverser, parfois criant, parfois chuchotant comme s'ils allaient s'évanouir. En un mois à peine, ils avaient dépensé comme si l'argent poussait sur les arbres. Mercedes neuve, 2 semaines à Hawaï, sac Louis Vuitton de maman, Rolex de papa, fête toute la nuit avec des amis, se vantant partout que finalement notre famille est riche. Ils ont tous les deux quitté leur emploi, sont allés dans des spas, ont dîné dans des restaurants étoilés au Michelin, ont acheté de nouveaux meubles. Ils ont vécu comme de vrais milliardaires, sans jamais lire attentivement le testament ou poser une seule question à Monsieur Wardell. Papa a continué, frénétique. Les lettres de la banque ne cessent d'arriver. Des hommes en costume noir frappent à la porte. Les téléphones sonnent jour et nuit avec des agents de recouvrement. Il s'avère que tout le 1,1 milliard de dollars n'était qu'une coquille vide. Tous les actifs que ton grand-père nous a laissés n'étaient que des garanties. J'avais appris cela des semaines plus tôt de la part de Monsieur Wardell. La véritable fortune de grand-père était le trust de 150 millions de dollars qu'il m'avait laissé. Le 1,1 milliard de dollars hérité par mes parents était un piège. Et maintenant, la période de grâce était terminée. Payer immédiatement ou tout perdre. Nous ne savons pas quoi faire. Ils menacent de prendre la maison. Tout. On va se retrouver à la rue, fils. Maman a éclaté en sanglots, la voix tremblante de terreur. Mon esprit s'est emballé. En quelques mois à peine, mes parents étaient passés du paradis à l'enfer. De millionnaires arrogants à des débiteurs sans le sou faisant face à la saisie de leur propre maison. Je les imaginais entourés de leurs nouveaux achats de luxe. Le visage pâle, fixant les lettres de la banque. J'imaginais maman, la femme qui souriait d'un air narquois en me jetant dehors, suppliant maintenant les agents de la banque de lui accorder des délais. Papa, l'homme qui avait dit « Il n'y a pas de place pour toi dans notre vie royale », tremblant maintenant sur le canapé, blanc comme un linge. La cruauté du destin m'a glacé. Il m'avait rejeté sans pitié, jeté mes affaires comme des déchets, m'avait dit de dégager. Maintenant, il s'accrochait à moi. Le fils inutile dont il disait qu'il n'avait pas d'avenir. Toi. Tu as de l'argent, n'est-ce pas, a murmuré maman, suppliante. Les voisins en parlent. Ton grand-père t'a laissé quelque chose. Tu es notre dernier espoir. Si tu n'aides pas, on va mourir. On sera vraiment à la rue. Je suis resté silencieux pendant un long moment. J'ai entendu maman pleurer, papa siffler en arrière-plan. Une partie de moi voulait rire hystériquement, crier « Maintenant, vous vous souvenez de moi », raccrocher et disparaître pour toujours. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose en moi, le sang, le devoir, ou simplement des années d'endurance conditionnée, ne me le permettait pas, J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit, la voix sèche. Il n'y a pas de temps, fils, a crié maman. La banque revient demain. Sauve-nous, s'il te plaît. J'ai besoin de temps, ai-je répété, puis j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assis dans le café bondé, me sentant complètement seul. Ma main tremblait si fort que j'ai renversé le latte. Le barista s'est précipité. J'ai juste secoué la tête, j'ai payé et je suis parti. Les jours suivants, maman a appelé sans relâche, 10 fois par jour. Parfois en sanglotant, parfois en racontant leur misère, parfois en me blâmant. Le cœur de papa recommence à faire des siennes. Il est à l'hôpital, des centaines de dollars par jour. Les médicaments sont chers. On n'a plus d'argent pour la nourriture. Les voisins se moquent. Les amis nous ont tourné le dos après qu'on ait emprunté partout et qu'on ne puisse pas rembourser. La maison est sur le point d'être saisie. Fils, comment peux-tu laisser tes parents finir à la rue? On t'a donné la vie.
Chaque appel était un coup de couteau. Je restais au lit, serrant la lettre de grand-père, la relisant encore et encore. Il m'avait prévenu. Il connaissait leur vraie nature. Il avait fait ça pour leur donner une leçon. Mais avait-il pensé à moi, au fait que je devrais faire face à ces larmes de crocodile? J'étais déchiré. D'un côté, les blessures encore saignantes, mes affaires éparpillées sur la pelouse, les mots « dégage ». Le mépris dans leurs yeux la nuit où ils sont devenus riches. De l'autre, les liens du sang, les nuits où je suis resté éveillé pour soigner papa, le désespoir de maman la première fois qu'il a eu la crise cardiaque. Peu importe à quel point ils étaient cruels, ils étaient toujours mes parents. Les personnes qui m'ont mis au monde, aussi tordus et égoïstes que soit leur amour. Je ne pouvais pas dormir. Je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu l'homme aux cernes sombres et aux joues creuses. Je voulais aider, juste assez pour régler leurs dettes et leur permettre de survivre. Mais ensuite j'ai pensé, changeront-ils ou redeviendront-ils les mêmes dès que la crise sera passée et me mépriseront-ils à nouveau? Je voulais m'en aller, leur faire goûter à l'abandon. Mais chaque fois que j'entendais maman pleurer, je m'adoucissais. J'étais piégé entre l'amour et la trahison, entre la vieille douleur et le devoir filial, entre être l'homme bon que grand-père avait élevé et ne pas vouloir être l'idiot exploité une fois de plus. Je tenais le téléphone, le numéro de maman clignotant, effrayé de répondre. Je savais que si je le faisais, je céderais. Je savais que si je ne le faisais pas, je le regretterais pour toujours. Et je ne savais toujours pas de quel côté je choisirais. Ces jours se sont traînés comme un enfer. Je ne dormais pas, je mangeais à peine. Je restais simplement allongé sur le lit de mon nouvel appartement, fixant le plafond blanc immaculé tandis que mon esprit tournait avec 100 questions. J'ai relu la lettre de grand-père des dizaines de fois, comme s'il pouvait me donner une réponse claire à travers ces lignes ancrées. Il savait qu'ils étaient avides. Il m'avait prévenu. Il l'avait fait pour leur donner une leçon. Mais il n'a rien dit sur ce que je devais faire lorsque cette leçon s'abattrait sur moi sous forme de larmes et de supplications. J'ai imaginé les abandonner. Ils perdent la maison. Le cœur de papa s'aggrave. Maman finit à la rue. Comment vivrais-je avec cette culpabilité? Je serais vraiment un mauvais fils, même s'ils m'ont autrefois traité comme un déchet. Mais si j'aidais beaucoup, ils redeviendraient les mêmes et me mépriseraient à nouveau dès que la crise serait passée. Et si j'aidais juste un peu, serait-ce même suffisant? J'ai appelé M. Wardle. Il a écouté calmement. Quoi que vous décidiez, c'est bien, Aaron. Raylan vous faisait entièrement confiance. Mais il a aussi dit, ne laissez pas votre gentillesse être exploitée à nouveau. Ça m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. J'ai raccroché et je suis resté assis en silence pendant des heures. Finalement, après 10 jours sans sommeil, j'ai fait mon choix. J'allais aider. Juste une petite somme. Assez pour rembourser la banque et survivre à la tempête. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que je ne voulais pas vivre hanté par l'idée d'avoir poussé mes propres parents à la rue. Et au fond de moi, j'espérais encore naïvement que lorsqu'ils me verraient les aider, ils se souviendraient des années où j'ai porté la famille, ressentiraient de la honte, changeraient, diraient pardon, ne serait-ce qu'une seule fois. J'ai appelé maman, sa voix brisée de soulagement dès qu'elle a décroché. Aaron, tu es là. Sauve-moi, fils. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, viens avec papa. Je dois vous parler en personne. Cet après-midi, ça te va? Elle a sangloté. Oui. Immédiatement. J'ai raccroché, le cœur battant. J'ai rangé l'appartement déjà propre, j'ai essuyé la table, j'ai préparé du café, j'ai acheté des biscuits. J'ai mis une chemise blanche et un jean, essayant d'avoir l'air aussi présentable que possible. J'étais terrifié. Mais je croyais, du moins à ce moment-là, que tout pouvait être résolu décemment. Que le sang restait le sang. Ils sont arrivés à l'heure, la première fois de ma vie qu'ils étaient ponctuels. J'ai ouvert la porte. Mes parents se tenaient là, l'air pitoyablement hagard. Papa était squelettique, les yeux cernés de noir, les cheveux beaucoup plus gris. Les yeux de maman étaient gonflés, ses cheveux en désordre, portant une vieille chemise miteuse au lieu d'étiquette de créateur. Ils sont entrés mais n'ont offert aucune salutation. Pas de « comment vas-tu », pas de « bel endroit », pas de câlin. Juste des yeux balayant le petit mais lumineux appartement de 2 chambres, les meubles neufs. Puis un sourire méprisant, comme s'ils croyaient encore être les vrais riches. « Asseyez-vous »,
ai-je dit, forçant le calme. Papa s'est laissé tomber sur le canapé. Maman à côté de lui. Il me fixait, les yeux rouges mais brillants d'attente. J'ai versé de l'eau, j'ai sorti les biscuits. Silence. Puis j'ai commencé. Grand-père m'a laissé un trust. 150 millions de dollars. C'était sa véritable fortune, constituée discrètement au fil des décennies. Le milliard que vous avez eu, c'était une coquille vide, tout était gagé. Grand-père a tout expliqué dans une lettre. J'ai parlé lentement, je leur ai montré une photocopie de la lettre. Au début, ils étaient stupéfaits, le visage vidé de couleur, les yeux écarquillés d'incrédulité. Maman a balbutié, 150 millions. Grand-père t'a tout laissé? Papa a attrapé la lettre, les mains tremblantes, la relisant comme si les mots pouvaient changer. J'ai hoché la tête. Oui, a dit grand-père. Il ne faisait confiance qu'à moi. Silence pendant quelques secondes. Je pensais qu'il pleurait de honte, de réaliser que grand-père les avait percés à jour il y a longtemps. J'attendais des excuses, un merci, un câlin. Mais non. Le choc a disparu en quelques secondes. Le visage de papa est devenu cramoisi, les yeux flamboyants de cupidité. Maman s'est redressée d'un coup, le regard aussi aiguisé qu'un couteau. Papa s'est levé, a fait un pas vers moi, la voix basse et menaçante. Bien. Maintenant tu partages avec nous. Immédiatement. Au moins la moitié. Non, les 2/3. C'est l'argent de grand-père. Nous sommes ses enfants. Tu n'es que le petit-fils. Je me suis étouffé, le cœur s'effondrant. Papa, qu'est-ce que tu dis? Maman a coupé, stridente. Exactement. Cet argent aurait dû être à nous. Grand-père était partial. Fou. De te laisser tout ça. Tu n'as pas le droit de le garder. Qui t'a élevé? Qui a payé pour ta nourriture, ton école? Maintenant tu es riche et tu tournes le dos. Partage maintenant. Je me suis figé, les regardant, ma propre chair et mon propre sang. J'ai vu des étrangers, les visages tordus par la cupidité. Le changement était horrible. En quelques secondes, ils sont passés de mendiants désespérés à des extorqueurs effrontés. C'était comme une gifle. J'ai lutté pour rester calme. Je vais vous aider avec une petite somme. Assez pour payer la banque et passer le cap, environ 2 millions de dollars. Je pense que c'est assez pour repartir à zéro. Papa a frappé du poing sur la table. Bam. Le visage violet, les veines saillantes. 2 millions? Es-tu fou? Espèce d'ingrat. Oublier qui t'a donné la vie? D'où crois-tu que tu viens? Maintenant tu as de l'argent et tu nous regardes de haut. Donne au moins 100 millions ou ne me blâme pas pour ce qui arrivera ensuite. Maman a crié. Oui, c'est toi l'avare. Monstre sans cœur. Nous sommes les héritiers légitimes. Grand-père a eu tort de te laisser ça. Si tu ne partages pas, je te poursuivrai en justice. J'engagerai le meilleur avocat et je te traînerai devant les tribunaux. Que le monde voie quel fils ingrat tu es. Je suis resté figé, le cœur brisé. Non seulement ils m'avaient abandonné, mais ils étaient maintenant prêts à traîner leur propre fils en justice, tout ça pour de l'argent. Pour les 150 millions que grand-père avait laissés au seul petit-fils en qui il avait confiance. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pu me retenir. La rage accumulée pendant des décennies a explosé. Je me suis levé, la voix tremblante, mais plus forte que jamais. Poursuivez-moi alors. Poursuivez votre propre enfant. Allez-y. Que le tribunal entende comment vous avez jeté votre fils comme un déchet dès que vous avez cru être riche. Qu'ils entendent comment j'ai payé les dettes, soigné papa pendant sa maladie, remis chaque chèque de paie pendant des années. Qu'ils entendent comment vous avez oublié mes anniversaires, m'avez laissé attendre sous la pluie quand j'étais enfant, m'avez traité comme un serviteur. Maintenant que vous êtes fauché, vous revenez en rampant, en suppliant. Et à la seconde où vous voyez que j'ai de l'argent, vous l'exigez comme des voleurs. Vous n'êtes plus mes parents. Vous n'êtes que deux monstres avides et égoïstes qui me dégoûtent. J'ai crié tout ce que j'avais refoulé. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je ne les ai pas essuyées. Mes parents se tenaient rigides, le visage cendré. J'ai montré la porte du doigt. Sortez de ma maison, tout de suite. Ne revenez jamais.
Papa a balbutié quelque chose. Maman a ouvert la bouche pour maudire, mais j'ai rugi. Sortez. Sortez de ma vie. Ils ont traîné les pieds jusqu'à la porte. Papa s'est retourné, grognant. Tu le regretteras. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Maman a gémi. Espèce de bête sans cœur. Dieu te punira. La porte a claqué. Je suis resté là, haletant, tremblant de tout mon corps. Puis je me suis effondré sur le sol et j'ai sangloté. Pour la première fois, je l'ai vu clairement. Il ne pourrait jamais changer. L'argent n'avait fait que révéler leur vraie nature, et cette nature était une cruauté sans fond. J'étais glacé jusqu'aux os par mes propres parents. Et je savais qu'à partir de maintenant, j'étais vraiment un orphelin. Les jours suivants ont été un nouveau cauchemar. Cette fois, pas une douleur silencieuse, mais des couteaux publics qui me poignardaient de toutes parts. Quelques heures seulement après leur départ de mon appartement, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Textos, appels, notifications sur les réseaux sociaux affluaient. D'abord, ma tante, la sœur cadette de maman, hurlant dans le haut-parleur. Aaron, espèce de misérable ingrat. Grand-père a laissé la fortune à tes parents et tu as tout volé, les laissant à la rue. J'ai honte d'avoir un neveu comme toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Puis mon oncle, le cousin de papa, a envoyé un mur de texte. Espèce de salaud. Tes parents t'ont élevé et maintenant tu les laisses se noyer dans les dettes et la maladie pendant que tu te la coules douce. Espèce d'animal. Maman a posté une longue diatribe sur sa page personnelle avec une vieille photo de papa dans son lit d'hôpital, elle pleurant à côté de lui. Légende, mon propre fils nous a trahis. Grand-père a laissé de l'argent pour toute la famille. Il a saisi les 150 millions de dollars, nous a mis à la porte, et maintenant nous sommes sur le point de nous retrouver sans abri. Les enfants, s'il vous plaît, raisonnez-le pour nous. Nous sommes vieux et n'avons plus de force. En quelques heures, la publication avait plus de 100 partages, des commentaires. Pauvre tante et oncle. Cette ordure sans cœur, même la foudre ne le tuera pas, coupe les ponts avec lui, ma tante. Papa a posté des histoires en larmes, taguant toute la famille élargie. Mon fils est riche maintenant et a oublié ses parents. Je suis à l'hôpital et ils s'en fichent. Ils ont largement embelli l'histoire, disant que j'avais l'habitude de voler dans la maison. Que j'étais paresseux et que je refusais de travailler. Que j'avais manipulé grand-père pour qu'il me laisse l'argent. Ils se sont peints comme les victimes les plus pitoyables du monde et moi comme un monstre sans cœur. En quelques jours à peine, j'ai reçu des dizaines d'appels injurieux. Des parents éloignés, de vieux voisins, même un camarade de lycée. Comment peux-tu être si cruel, Aaron? Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Des inconnus m'ont envoyé des menaces par message. Un rat sans cœur comme toi mérite de mourir. Si je te vois, je te tabasse. Je les ai tous bloqués, mais chaque vibration me tordait l'estomac. Je ne pouvais pas dormir, pas manger, je me recroquevillais simplement dans mon appartement, fixant la fenêtre, me demandant ce que j'avais fait pour mériter que le monde entier se retourne contre moi. Mais je suis resté silencieux. Pas d'explication, pas de réfutation. Je me suis souvenu des mots de grand-père. Un homme juste n'a pas besoin de beaucoup s'expliquer, Aaron. La vérité parlera d'elle-même. Je l'ai cru. Argumenter maintenant ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Ça me ferait paraître sur la défensive. J'ai enduré, même si chaque calomnie me coupait comme une lame. Puis le réveillon de Noël est arrivé. Comme les années précédentes, la famille élargie célébrait toujours chez l'oncle aîné, le plus grand du clan. Des lumières scintillantes, un arbre jusqu'au plafond, une table croulant sous la dinde, la bûche de Noël, le vin chaud. Mon oncle m'avait envoyé un texto tôt. Quoi qu'il arrive, tu es toujours mon neveu. Viens pour Noël. J'ai hésité pendant des jours, mais j'y suis allé. Je voulais leur faire face une dernière fois, et je voulais que grand-père, s'il regardait, sache que je ne me cachais pas. J'ai mis une chemise blanche et un pantalon, j'ai traversé la nuit d'hiver mordante de l'Arizona jusqu'à la maison illuminée. Les rires fusaient de loin. Je suis entré, l'air sentait le pain et la cannelle. Jingle Bell jouait doucement. Tout le monde s'est retourné. Les regards sont passés de la surprise à la glace. Les chuchotements ont commencé. J'ai forcé un sourire. J'ai salué quelques personnes. Puis mes parents sont sortis de la pièce du fond.
Ils ont bondi comme s'ils attendaient. Maman a gémi sur l'épaule d'une tante. Le voilà, ma sœur. Le gamin ingrat. Qui sait pourquoi il est venu? Papa a beuglé à travers la pièce. Cette chose n'est plus mon fils. Je le renie à partir de maintenant. Il a volé l'argent de grand-père et a mis ses propres parents à la rue. La pièce est tombée dans un silence de mort. Puis les chuchotements se sont amplifiés. Les yeux sur moi, suspicion, mépris, distance. Un jeune cousin m'a fusillé du regard et s'est détourné. Je me tenais dans la pièce la plus chaude de l'année, mais je me sentais plus froid que jamais. J'ai tenu environ 1 heure, endurant la calomnie ouverte, les murmures de « pauvre tante et oncle », les ricanements à mon passage. Mais quand maman s'est lancée dans sa 3e tirade larmoyante, la voix stridente prétendant « il nous a mis à la porte ». On n'a même pas un sou, j'ai craqué. Je me suis levé au milieu de la fête, la voix calme, mais assez forte pour tous. Tout le monde, puis-je dire quelques mots? Silence de mort. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit la vérité. J'ai tout raconté des années où j'ai remis chaque chèque de paie à maman. Les nuits où je suis resté éveillé au chevet de papa à l'hôpital. Les fois où j'ai été traité d'inutile alors que je portais la famille. J'ai parlé de la lecture du testament, d'avoir été jeté comme un déchet dès qu'ils ont cru être riches. J'ai parlé de la lettre de grand-père, livrée le jour de mon 30e anniversaire. Le vrai trust, le piège qu'il leur avait tendu pour leur donner une leçon. Puis j'ai sorti la lettre originale, l'écriture tremblante mais claire de grand-père, et je l'ai lue à haute voix, mot pour mot, comment ils connaissaient leur vraie nature, le milliard gagé, les 150 millions laissés uniquement à moi parce qu'ils croyaient en mon cœur honnête. La pièce s'est figée. Seul le feu crépitait. Puis mon oncle a éclaté en sanglots. Une tante s'est couvert la bouche, les larmes coulant. Un autre oncle a fixé le sol. Une grand-tante s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, sanglotant. Mon garçon, je suis désolé. J'ai cru les mensonges. Tu as tant souffert. D'autres ont commencé à parler, se retournant contre mes parents. Comment avez-vous pu traiter votre propre fils comme ça? Vous deux êtes honteusement avides. Quelle sorte de parents êtes-vous? Vous l'avez perdu pour toujours. Mes parents sont devenus livides et tremblants. Maman a essayé de protester. Ce n'est pas comme il le dit, il ment, grand-père. Mais sa voix s'est brisée en rien. Papa a baissé la tête, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Leurs faibles excuses ont été instantanément huées. La pièce a éclaté, non pas contre moi, mais pour ma défense. Ils ont traité mes parents d'avides, de cruels, d'indignes du titre de parents. Au milieu de tout ça, j'ai parlé une dernière fois. Je ne raconte pas ça par vengeance. Je veux juste que la vérité soit connue. Et pour honorer la bonté de grand-père, j'utiliserai une partie de l'héritage pour créer le fonds de bourse d'études Raylan Mitchell pour les enfants travailleurs mais en difficulté de notre famille. Non pas pour me vanter, mais parce qu'il m'a appris que le véritable héritage est la bonté. Toute la salle s'est levée et a applaudi. Les applaudissements ont tonné. Des larmes sur de nombreux visages. Ils m'ont regardé avec un vrai respect, avec l'amour que j'avais désiré pendant des décennies. Mon oncle m'a serré fort dans ses bras. Tu es la fierté de cette famille. Mes parents se tenaient silencieusement dans le coin. Deux ombres complètement isolées dans leur propre clan. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais vraiment une famille et je savais que grand-père souriait quelque part. Après cette nuit de Noël, mon téléphone n'a cessé de vibrer. Plus de malédictions, juste des excuses. Mon oncle a appelé le premier, la voix étranglée. Aaron, je suis désolé, fils. J'ai cru les mensonges. J'ai été stupide. Viens nous voir quand tu veux. Tu es comme mon propre enfant. Puis les tantes, les oncles, les cousins, un par un. Ils pleuraient au téléphone, disant que toute la famille avait veillé, honteuse et triste pour moi. Certains ont même envoyé de l'argent pour se faire pardonner. J'ai tout refusé, disant seulement, j'ai juste besoin que vous compreniez. Ils ne se sont pas arrêtés aux appels. Ils sont venus me rendre visite. Mon modeste appartement de 2 chambres n'avait jamais été aussi animé. Tante, oncle, cousin apportaient des gâteaux, du vin, des cadeaux de Noël en retard. Ils restaient des heures à écouter mon histoire, me serrant dans leurs bras, pleurant, se blâmant de n'avoir jamais remarqué ma souffrance. La grand-tante aînée m'a tenu la main.
Tu es le meilleur petit-fils que Raylan ait jamais eu. À partir de maintenant, cette famille est ta maison. J'ai souri à travers des larmes de bonheur. La nouvelle s'est répandue dans le vieux quartier. Les voisins qui chuchotaient autrefois, fils ingrat, s'inclinaient maintenant poliment quand ils me voyaient au supermarché, me demandant des nouvelles de ma santé. Le vieux vendeur de fruits du coin m'a pris à part. Fils, j'ai tout entendu. Je suis désolé d'avoir dit des bêtises à l'époque. Tu es un bon garçon. Ton grand-père doit être si fier. J'ai juste souri et j'ai acheté un bouquet supplémentaire à ramener à la maison. Les commérages vicieux ont complètement disparu, remplacés par le respect, celui réservé à quelqu'un qui a gagné une longue et dure bataille. J'ai commencé à reconstruire ma vie, pas à pas. J'ai poursuivi le rêve que j'avais enterré pendant des années, en créant une entreprise de technologie. Je l'ai nommée Raylan Tech, d'après grand-père. Juste une petite start-up au début, 5 employés, un bureau loué dans le quartier technologique de Phoenix. Nous avons développé un logiciel de gestion pour les petites entreprises. La chose même dont je rêvais à l'université avant que les dettes familiales n'avalent mes projets. J'ai voyagé seul pour la première fois, je suis allé au Grand Canyon, je me suis assis sur le bord au coucher du soleil, le ciel flamboyant de rouge, et j'ai murmuré, « Grand-père, je l'ai fait ». J'ai commencé à aller à la salle de sport, à manger sainement, à dormir des nuits complètes. J'ai souri davantage, j'ai discuté facilement avec des inconnus. Pour la première fois, j'ai vécu sans regarder par-dessus mon épaule, sans demander la permission, sans craindre d'être réprimandé pour gaspillage. Puis, un après-midi d'automne frais, des feuilles dorées tourbillonnant dans la cour, la sonnette a retenti. J'ai ouvert et là se tenait maman. Elle était presque méconnaissable. Cheveux blancs comme neige, visage décharné, enveloppé dans un manteau usé, les yeux gonflés. Elle m'a regardé et a éclaté en sanglots. Aaron, fils, je suis désolé. Ton père est gravement malade, alité. Le médecin dit qu'il a besoin d'une opération de la valve cardiaque. Je ne sais pas vers qui me tourner. Sauve-nous une dernière fois, s'il te plaît. Je me suis figé. Mon cœur s'est tordu. Elle était toujours ma mère. Je l'ai invitée à entrer, j'ai versé de l'eau, je me suis assis et j'ai écouté. Papa avait une insuffisance cardiaque sévère. L'opération coûtait des centaines de milliers de dollars. Ils avaient tout vendu, emprunté partout, et maintenant la maison était vraiment sur le point d'être saisie. Elle a sangloté, et tombé à genoux, s'agrippant à mes jambes. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Sauve ton père. J'ai regardé dans ses yeux et je l'ai vu. Le même scintillement calculateur. Le désespoir pour l'argent, pas un remords sincère. Elle n'a pas demandé comment je vivais. Ne s'est pas excusée pour les calomnies de Noël. N'a pas mentionné m'avoir mis à la porte. Juste de l'argent, encore. Je l'ai doucement aidé à se relever, la voix douce mais ferme. Maman, je t'ai donné des chances de nombreuses fois. J'étais prêt à aider avec une somme modeste pour régler la dette, mais vous avez exigé la moitié de l'héritage et menacé de me poursuivre en justice. Vous ne vous êtes jamais vraiment excusé, n'avez jamais changé. Vous avez détruit ces chances vous-même. Je ne peux plus aider. Je dois protéger la vie que j'ai construite. Elle a gémi plus fort, m'a traité de fil ingrat, a frappé la table. Mais j'ai simplement ouvert la porte. Rentre chez toi, maman. Je souhaite à papa un prompt rétablissement, mais je ne peux pas aider. Elle est partie en larmes, lançant quelques malédictions supplémentaires par-dessus son épaule. J'ai fermé la porte, j'ai glissé sur le sol et j'ai pleuré. J'ai pleuré de douleur, du tiraillement persistant des liens du sang. Mais je savais que c'était le bon choix, la seule façon de préserver le reste de ma vie. À partir de ce jour, j'ai coupé complètement le contact. Numéro bloqué, pas de message, pas de demande de nouvelles. Non pas par haine, mais pour éviter de retourner à ce qui m'avait épuisé. 2 ans plus tard, ma vie était un rêve devenu réalité. J'ai rencontré Jayla Walton, la femme qui allait devenir mon épouse, une décoratrice d'intérieur, douce avec des yeux en croissant de lunettes de longs cheveux bouclés couleur miel. Nous avons commencé à parler de design de bureau, puis de café, puis nous sommes sortis ensemble. Je lui ai tout raconté sur mon passé, sans secret. Elle m'a serré dans ses bras. Tu es si fort, Aaron. Je suis fier de toi. Nous nous sommes mariés un après-midi d'automne doré, n'invitant que la famille proche et les amis. Mes parents n'étaient pas invités.
Puis Hélium est né. Notre magnifique garçon aux grands yeux ronds et au sourire qui illuminait les pièces. Je le tiens, je lui embrasse le front 100 fois par jour, je lui apprends à planter des graines, à réparer des vélos, je lui raconte des histoires sur son arrière-grand-père. Je lui donne tout l'amour que je n'ai jamais reçu. Des câlins serrés, des louanges sans fin, des histoires au coucher jusqu'à ce qu'il s'endorme sur ma poitrine. Rélantec est florissante. Plus de 50 employés maintenant, un nouveau bureau élégant, des contrats importants avec des entreprises. J'ai tenu ma promesse et j'ai fondé le fonds de bourse d'études, aidant des dizaines d'enfants de la famille et au-delà à poursuivre leurs rêves. J'ai un foyer chaleureux rempli de rire, une femme qui m'aime inconditionnellement, un fils qui est ma plus grande joie. Je vis une vie qui est vraiment la mienne, paisible, heureuse et complète. Grand-père, je l'ai fait. 3 ans après la naissance de mon petit garçon Elam, un matin de fin d'hiver, alors que l'air de Phoenix mordait encore de froid et que le soleil n'était qu'une pâle traînée rose à l'horizon, j'ai senti mon cœur se serrer à nouveau, comme si toutes les vieilles années m'attendaient dans un coin tranquille. C'était un week-end. Hélium n'avait pas d'école maternelle. Jaïla a suggéré, allons rendre visite à l'arrière-grand-père. Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas allé au cimetière. J'ai immédiatement hoché la tête. Hélium a bondi dans la maison à la recherche de ses petites chaussures, chantant « Jingle Bell », faux, bien que Noël soit passé depuis 2 mois. J'ai ri et lui ai ébouriffé les cheveux. Ce n'est pas Noël aujourd'hui, mon grand, mais l'arrière-grand-père adorerait t'entendre chanter de toute façon. Nous sommes sortis de la ville sur une autoroute déserte, le désert s'étendant gris des 2 côtés sous un mince voile de brume. Jaïla était assise à côté de moi, les doigts entrelacés dans les miens. Hélium somnolait à l'arrière avec l'ours en peluche que grand-père avait cousu pour moi quand j'étais petit. Je l'avais gardé toutes ces années et je l'ai maintenant transmis à mon fils. Je portais un bouquet de marguerites blanches, les préférées de grand-père. Il disait qu'elles ressemblaient à des sourires d'enfants, simples mais radieuses. Le cimetière se trouvait seul sur une petite colline, le vent sifflant à travers les pierres tombales usées par le temps. Nous sommes sortis. Hélium s'est accroché à ma main, les yeux écarquillés devant les tombes. L'arrière-grand-père dort ici, papa? Je me suis agenouillé, je l'ai serré dans mes bras. Oui, il se repose, mais il nous voit toujours tous les jours. J'ai posé les marguerites devant la pierre gravée, Rayland James Mitchell, les dates de naissance et de décès, et la courte ligne qu'il avait choisie lui-même. Vis avec bonté. C'est suffisant. Jaïla se tenait à côté de moi, le bras autour de mes épaules. Elle a envoyé un baiser vers la pierre, puis s'est enfuie, poursuivant un papillon blanc. Je suis resté en silence un long moment, laissant le vent froid glisser à travers mon manteau, laissant les souvenirs affluer comme une marée. Je me suis souvenu de tout. Les nuits d'enfance solitaires dans cette maison glaciale. Les comparaisons constantes qui me rapetissaient à l'intérieur. Le jour de mes 8 ans, debout, trempé sous la pluie, sans que personne ne vienne. Les années à porter les dettes, les nuits blanches au chevet de papa malade, à remettre chaque chèque de paie à maman sans un mot de remerciement. Les repas empreints de sarcasme. Mes affaires éparpillées sur la pelouse comme des déchets. Mon 29e anniversaire, soufflant une bougie seule dans une chambre de motel puante. Les appels injurieux, les publications calomnieuses, les regards méprisants cette nuit de Noël. Chaque couteau que mes propres parents ont enfoncé dans mon cœur. Il y a eu des moments où j'ai cru que je resterais brisé pour toujours. Des nuits sur le sol de mon nouvel appartement, serrant la lettre de grand-père, pleurant jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, me demandant pourquoi je devais endurer tant de choses. Des secondes où j'ai presque cédé, presque fait marche arrière, presque laissé une gentillesse stupide me traîner à nouveau dans l'abîme. Mais je me suis relevé, non pas parce que je suis né fort, mais parce que grand-père a vu de la valeur en moi quand le monde m'a tourné le dos. Il avait tout préparé discrètement, pas seulement de l'argent, mais de la foi, pour que je puisse avoir aujourd'hui. J'ai regardé Jaïla. Elle souriait à Hélium, l'aidant à placer une petite pierre sur la tombe selon l'ancienne coutume. En regardant ma femme et mon fils, j'ai compris ce que grand-père m'a appris toute sa vie. C'est la bonté et la persévérance qu'il m'a transmises qui m'ont permis de construire cette nouvelle vie. Pas les 150 millions de dollars, pas la belle maison où l'entreprise prospère, mais la capacité de croire encore en la bonté après trahison sur trahison. La force de pardonner, non pas pour eux, mais pour moi-même. Le courage de laisser partir ceux qui n'apportaient que de la douleur, même s'ils partageaient mon sang. J'ai saisi une vérité que je n'avais autrefois que vaguement sentie. Le sang ne fait pas toujours la famille.
La vraie famille, c'est là où l'on est aimé sans condition, respecté, écouté, là où l'on peut être soi-même sans crainte de jugement ou d'abandon. Mes parents ne m'ont jamais donné ça. Grand-père l'a fait. Jayla et elle le font. Le clan après cette nuit de Noël le fait. C'est ça, ma famille. Je me suis promis, en regardant Helium rire alors que le papillon se posait sur sa main, que je ne répéterai jamais les erreurs de mes parents. Je ne comparerai jamais mon fils à personne. Je ne serai jamais trop occupé pour son câlin. Je ne mettrai jamais l'argent ou la fierté au-dessus de l'amour. Je l'écouterai, je le louerai quand il le méritera, je serai à ses côtés quand il échouera. Je lui apprendrai qu'un homme ne se mesure pas à ce qu'il gagne, mais à la manière dont il aime et protège ceux qu'il chérit. Et je comprends mieux le pardon maintenant. Le pardon, ce n'est pas rouvrir la porte à ceux qui vous ont blessé, ce n'est pas inviter d'autres coups de couteau. Parfois, le pardon, c'est simplement abandonner la rancune pour que votre propre cœur cesse de saigner. J'ai lâché prise. Je ne déteste plus mes parents. Seule une faible pitié subsiste pour des gens emprisonnés par leur propre avidité. Je leur souhaite la paix, d'une manière ou d'une autre, mais de très loin. Mon histoire, d'un enfant solitaire à un homme qui a tout, montre une vérité claire. L'argent ne rend jamais les gens meilleurs. Il ne fait que révéler qui ils sont vraiment. Pour mes parents, l'argent a transformé des gens ordinaires en monstres. Pour moi, l'argent est venu après la douleur, et j'ai choisi de l'utiliser pour le bien. Pas pour la vengeance, mais pour perpétuer l'héritage de grand-père. Et surtout, la bonté ne nous rend pas faibles. C'est la plus grande force. La bonté m'a relevé chaque fois que je suis tombé, a empêché mon cœur de durcir au milieu de la trahison, m'a mené à Jayla, à Helium, à cette vie. Je me suis tourné vers ma femme, je lui ai embrassé le front. Helium est revenu en courant, serrant mes jambes. Papa, on rentre faire des biscuits. J'ai faim. J'ai ri, je l'ai hissé sur mes épaules. Ouais. Faisons les biscuits que l'arrière-grand-père m'a appris il y a longtemps. Nous avons quitté le cimetière alors que le soleil montait haut, chassant les derniers froids de l'hiver. J'ai marché plus léger que jamais, comme si la dernière pierre avait été soulevée de mon cœur. Un seul message restait en moi, celui que grand-père a gravé de sa vie et de sa mort. Vis avec bonté. Vis avec diligence. Vis avec compassion, car à la fin, c'est le plus grand héritage qu'une génération puisse laisser à la suivante. Pas de l'argent, pas des maisons, pas de la célébrité, juste un cœur qui s'est aimé. C'est suffisant pour changer toute une vie. Grand-père, je l'ai fait, et je continuerai pour toujours.